Le chien continuait à rapporter des pierres de la forêt et personne ne comprenait pourquoi. Le propriétaire a décidé d'examiner l'une d'elles et a découvert ce qui se cachait à l'intérieur. À partir de ce moment, la vie quotidienne à la ferme a changé. Abonnez-vous et indiquez d'où vous regardez cette vidéo. Le matin se leva lentement sur les plaines de Nebraska, enveloppant la ferme de Jonathan Marsh d'une lumière pâle et dorée qui révélait chaque détail du paysage familier. Les vastes pâturages s'étendaient jusqu'à l'horizon, ondulants comme une mer figée sous la brise encore fraîche. Les clôtures en bois, vieillies par les années, dessinaient des lignes hésitantes entre les parcelles. L'odeur âcre de l'herbe sèche se mêlait au parfum plus doux de la terre humide, et seuls quelques cris d'oiseaux venaient troubler le silence matinal. Pour Jonathan, c'était un décor immuable, un cadre qu'il connaissait mieux que n'importe quel autre, un refuge et une responsabilité à la fois. Il était debout depuis l'aube, comme toujours, occupé à réparer une section affaissée de l'ancienne clôture du pâturage nord. Il travaillait d'un geste précis et méthodique, habitué au poids du marteau, au frottement du bois et au grincement des clous qu'il enfonçait. Son esprit errait à moitié, naviguant entre la liste interminable des tâches du jour et la routine confortable qui rythmait sa vie depuis tant d'années. Il entendit un bruissement derrière lui, un bruit qu'il reconnaîtrait entre mille, celui de pattes pressées qui remuent les feuilles mortes. Il se retourna juste assez pour voir son chien, Max, surgir de la bande d'arbres qui bordait le pâturage. Le chien trottait d'un pas fier, sa queue battant l'air, et comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, il tenait entre ses dents un gros caillou sombre et luisant. Jonathan n'avait même plus besoin de deviner. Depuis des semaines déjà, Max revenait du bois avec ses pierres étranges qui n'avaient rien à voir avec les roches habituelles de la région. Il posa son marteau, s'essuya le front d'un revers de manche et regarda le chien s'approcher. Le caillou semblait presque trop lourd pour être porté si facilement. Sa surface noire reflétait faiblement la lumière du matin, comme un métal poli, et sa forme irrégulière attirait immédiatement l'attention. La première fois, Jonathan avait ri, pensant que Max s'était trouvé un passe-temps bizarre. La deuxième fois, il avait simplement haussé les épaules. Mais à partir de la troisième, puis de la quatrième, quelque chose avait commencé à se nouer dans un coin de son esprit. Les pierres ne ressemblaient pas aux roches locales. Elles n'avaient ni la texture granuleuse des pierres calcaires de la région, ni la couleur des roches sédimentaires que l'on trouvait près du ruisseau. Elles étaient plus lourdes, beaucoup plus lourdes, froides aussi, d'un froid presque anormal, même lorsque le soleil chauffait le sol. Jonathan prit doucement la pierre de la gueule de Max. Elle laissa sur ses doigts une sensation métallique étrange. Il la fit tourner dans sa main, remarquant encore une fois la surface lisse, la croûte sombre, presque vitrifiée. Il avait déjà essayé de les comparer avec d'autres pierres de la ferme, mais jamais rien n'avait été aussi compact, aussi dense, et il y en avait désormais toute une collection. La plupart reposaient dans une caisse en bois sur le porche, empilés comme un amas de trophées qu'un chasseur obstiné ramènerait jour après jour. Certains soirs, Jonathan restait un moment devant la caisse, observant les pierres sans vraiment savoir quoi penser. Leur présence le troublait, sans qu'il puisse expliquer pourquoi. Ce qui l'inquiétait davantage encore, c'était la façon dont Max les trouvait. Le chien ne se contentait pas de flâner. Il s'enfonçait toujours dans la même zone du bois, un endroit que Jonathan connaissait mal, un terrain qu'il jugeait sans intérêt particulier. Mais Max semblait y être attiré par quelque chose. Il disparaissait parfois 10, 15 minutes, puis revenait, haletant, les yeux brillants, comme s'il avait accompli une mission importante. Jonathan avait remarqué aussi que le chien grattait le sol avant de trouver les pierres, comme si elles étaient à peine enfouies sous une mince couche de terre, prêtes à être déterrées. Il repensa aux dernières semaines, à tout ce qu'il avait tenté pour trouver une explication logique. Peut-être une vieille décharge industrielle oubliée, peut-être quelqu'un avait-il enterré là du métal fondu, peut-être même une vieille météorite tombée autrefois, songea-t-il, mais il secoua la tête aussitôt. Ces hypothèses lui paraissaient toutes aussi improbables les unes que les autres, mais il ne pouvait pas ces derniers temps s'empêcher d'y penser. Ces pierres n'avaient rien de normal, et il y en avait trop. Il marcha avec Max jusqu'au porche de la maison et déposa la nouvelle trouvaille dans la caisse déjà bien remplie. Chaque pierre semblait à la fois identique et distincte, chacune avec ses rainures et sa forme particulière. Jonathan soupira profondément,
observant l'ensemble avec un mélange de perplexité et d'appréhension. Max, assis à ses pieds, levait vers lui des yeux confiants, ignorant la bizarrerie de la situation, ou peut-être la comprenant mieux que son maître. Ce matin-là, quelque chose bascula enfin dans l'esprit de Jonathan. Cela ne pouvait plus durer. Ces pierres n'étaient pas un simple caprice de chien. Elles venaient de quelque part, et elles avaient une histoire qu'il ne comprenait pas. S'il voulait en avoir le cœur net, il devait en parler à quelqu'un qui s'y connaissait vraiment. Pas à un voisin, pas un amateur, mais à un spécialiste. Il retourna à la caisse, choisit avec un soin particulier 12 pierres parmi les plus lourdes et les plus étranges. Les rangea dans un vieux coffret en bois qu'il fixa solidement avec une sangle, comme s'il transportait un trésor fragile. Son cœur battait un peu plus vite qu'à l'ordinaire. Il fit monter Max dans la camionnette, posa le coffret sur la banquette arrière et monta à son tour dans la cabine. Le moteur gronda, éveillant les oiseaux du bois. Tandis que le véhicule avançait lentement sur la route de gravier, Jonathan sentit une tension nouvelle s'installer en lui. Il ne savait pas ce qu'il allait découvrir, ni même si ses inquiétudes étaient fondées. Mais il avait la certitude d'une chose. Ces pierres ne provenaient pas du simple hasard. Max les avait trouvées pour une raison, et cette raison semblait maintenant trop importante pour être ignorée. La ferme, le bois, même le ciel au-dessus de lui, prenaient soudain un aspect plus mystérieux, comme si quelque chose sommeillait là depuis des millénaires, attendant d'être enfin découvert. Jonathan garda les yeux fixés sur la route, tandis que le paysage défilait autour de lui. Max, assis calmement sur le siège, observait les champs comme s'il cherchait déjà la prochaine pierre. Le coffret derrière eux semblait peser plus lourd que de simples roches. Il pesait de questions, d'inconnus, et sans que Jonathan l'admette encore, d'une vérité qui s'apprêtait à bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. La route vers l'université semblait interminable, mais c'était la seule voie possible pour découvrir d'où venaient ces pierres noires qui avaient envahi son quotidien. Et pourquoi un simple chien fermier semblait les retrouver avec une précision presque déroutante. Il y avait dans l'air quelque chose d'inexplicable, une sensation diffuse que le monde autour de lui n'était peut-être pas aussi ordinaire qu'il l'avait toujours imaginé. Et cette pensée, à la fois effrayante et captivante, l'accompagna jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la ville où l'attendait une réponse qu'il n'était pas certain d'être prêt à entendre. La route jusqu'à l'université avait semblé plus longue que d'habitude, non pas à cause de la distance, mais à cause du poids invisible qui accompagnait Jonathan tout au long du trajet. Le coffret posé derrière lui semblait vibrer comme un cœur étranger, chargé de mystères qu'il redoutait presque de voir révélés. Lorsqu'il entra enfin dans la ville, la transition entre les vastes étendues rurales et les rues bordées de bâtiments de briques le tira momentanément de ses pensées. Max, assis sagement à côté de lui, observait le décor urbain avec une curiosité silencieuse. Mais Jonathan, lui, n'avait qu'une seule idée en tête, obtenir des réponses. Il se gara près du bâtiment principal du département de géologie, un édifice massif aux façades ornées de lourdes fenêtres rectangulaires. Une fois devant l'entrée, il sentit son cœur s'accélérer, comme si le simple fait de franchir ses portes l'éloignait de la vie qu'il avait toujours connue. Il prit le coffret dans ses bras, inspira profondément et poussa la porte. L'air intérieur avait cette odeur légèrement métallique et froide, propre aux établissements scientifiques, un mélange de désinfectant et de poussière d'archives. Des silhouettes en blouse blanche traversèrent les couloirs, absorbées dans leurs recherches. Pour Jonathan, cet univers lui semblait appartenir à un autre monde. Il demanda à la réception s'il pouvait rencontrer le professeur Elliot Harper, dont le nom lui avait été recommandé par un ami de longue date. On lui indiqua un couloir à gauche, puis un escalier étroit menant au sous-sol. Chaque pas qu'il faisait résonnait légèrement, comme si le silence des lieux amplifiait son hésitation. Enfin, après quelques minutes, il arriva devant une porte entr'ouverte où l'on pouvait lire sur une plaque de cuivre « Professeur Elliot Harper, département de minéralogie ». Il frappa timidement. Une voix posée l'invita à entrer. Le professeur Harper était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris soigneusement coiffés, portant une paire de lunettes rondes qui accentuaient l'intensité calme de son regard. Il leva les yeux de son microscope et observa Jonathan avec une curiosité bienveillante. Celui-ci s'avança, posa le coffret sur la table et l'ouvrit délicatement. Les pierres sombres scintillèrent sous la lumière blanche du laboratoire.
Le professeur se pencha immédiatement dessus, ajustant instinctivement ses lunettes. Il n'eut pas besoin de plusieurs secondes pour comprendre qu'il ne regardait pas de simples fragments rocheux. Il en prit un, le retourna entre ses doigts, avec précaution, puis examina la surface vitrifiée de très près. Jonathan restait immobile, attendant une réaction qui tardait à venir. Harper finit par lever les yeux, et même si son expression demeurait mesurée, le fermier vit clairement le signe d'un intérêt profond. Le professeur lui demanda comment il avait trouvé ces fragments, et Jonathan raconta l'histoire de Max, les découvertes répétées, la texture particulière des pierres, leur poids anormal. Le professeur l'écoutait avec une attention extrême, sans jamais interrompre. Lorsque Jonathan eut terminé, le professeur acquiesça lentement et annonça qu'il allait effectuer une série de tests pour déterminer la nature exacte de ces fragments. Il invita Jonathan à rester dans le couloir le temps que les analyses préliminaires soient faites. Le fermier accepta, et tandis qu'il sortait de la pièce, il jeta un dernier regard aux pierres qui semblaient prendre une importance nouvelle entre les mains expertes du scientifique. Le couloir était long, froid et silencieux. Jonathan le parcourut plusieurs fois, incapable de rester immobile tant son esprit était agité. Il se surprit à écouter les bruits qui provenaient de la salle du professeur. Un cliquetis d'appareils, un souffle régulier de machines, parfois un bref bip électronique. Il avait l'impression que ces sons composaient une mélodie étrangère, celle de la science en train de décoder un secret enfoui depuis des millénaires. Plus les minutes passaient, plus son impatience se transformait en nervosité. Qu'allait-il apprendre? Devrait-il regretter d'avoir apporté ces pierres ici? Il fut tiré de ses pensées par une voix familière. Son voisin et ami de longue date, Tom Wilson, venait d'apparaître au bout du couloir, l'air tout aussi étonné que ravi de le voir. Tom expliqua qu'il était venu déposer des échantillons de sol pour l'un de ses champs, puis son regard glissa vers le coffret ouvert que Jonathan avait laissé un instant sans surveillance. Lorsqu'il en aperçut le contenu, son visage se transforma. Il affirma qu'il avait trouvé des fragments très similaires sur sa propre propriété et que sa chienne, tout comme Max, s'était mise depuis peu à creuser avec insistance dans une zone reculée du bois. La conversation devint rapidement intense, presque inquiétante. Si Tom avait découvert des pierres semblables, alors cela signifiait que leur présence n'était pas limitée à la propriété de Jonathan. Les deux hommes réalisèrent soudain qu'ils faisaient face à quelque chose de bien plus étendu qu'ils ne l'avaient imaginé. Jonathan sentit une sensation étrange s'étendre en lui, un mélange de peur et d'excitation. Les événements prenaient une tournure inattendue et peut-être même dangereuse. À cet instant, la porte du laboratoire s'ouvrit brusquement. Le professeur Harper se tenait dans l'embrasure, tenant plusieurs feuilles imprimées qu'il regardait encore, comme s'il n'arrivait pas à en croire ses propres résultats. Jonathan s'approcha, suivi de près par Tom, tous deux guettant le moindre signe sur le visage du professeur. Mais celui-ci garda le silence quelques secondes de plus, comme s'il cherchait à formuler correctement ce qu'il avait à annoncer. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était grave, mesurée, presque solennelle. Il expliqua que le premier test avait confirmé une concentration particulièrement élevée de métaux rares, notamment du nickel, de l'iridium et du palladium. Ces éléments, précisa-t-il, étaient extrêmement rares dans la croûte terrestre, mais très communs dans certains types de météorites. Il montra les graphiques d'analyse, les structures internes, les schémas qui attestaient de la composition extraterrestre des fragments. La croûte vitrifiée observée à la surface de chaque pierre révélait un passage à travers l'atmosphère à une vitesse vertigineuse, provoquant la fusion externe et leur donnant cette texture caractéristique. Harper affirma qu'il ne s'agissait pas de simples météorites ordinaires, mais de fragments appartenant à un type extrêmement rare, potentiellement issus d'une ancienne pluie météoritique d'une ampleur exceptionnelle. Jonathan eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il avait envisagé, vaguement, l'idée d'une origine céleste, mais jamais il n'aurait imaginé que les pierres de Max puissent appartenir à un phénomène astronomique aussi ancien et colossal. Le professeur poursuivit en expliquant que la distribution des fragments, telle qu'elle se reflétait dans les données fournies par Jonathan et par les premières analyses, suggérait la présence d'un champ météoritique entier sous la région où se trouvait leur ferme. Les pierres n'étaient pas de simples éclats isolés, mais les indices d'un amas d'objets extraterrestres tombés il y a des millions d'années
et dispersés progressivement par l'érosion et le temps. Cette révélation fut accueillie dans un silence profond. Jonathan sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'il tentait d'absorber la nouvelle. Le professeur Harper s'approcha ensuite pour le rassurer, expliquant que si ses hypothèses étaient correctes, il s'agirait de la découverte la plus importante en matière de météorites depuis plusieurs décennies. Il annonça que des équipes de géologues seraient envoyées sur place pour confirmer l'étendue du champ et que la région pourrait devenir un site de recherche majeur. Jonathan acquiesça lentement, ses pensées tourbillonnant sous l'effet de la révélation. Il regarda le coffret dans lequel reposaient les pierres. Elles avaient été pendant des semaines une source de perplexité, puis d'inquiétude. Désormais, elles étaient devenues la clé d'un mystère dont l'origine se trouvait à des millions de kilomètres, peut-être même au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Tom, encore sous le choc, posa une main sur l'épaule de Jonathan pour lui signifier son soutien silencieux. Le professeur, quant à lui, rangeait déjà les analyses, conscient qu'il venait d'ouvrir la porte à une étape totalement nouvelle de la recherche scientifique. En quittant le laboratoire, Jonathan sentit pour la première fois que sa vie venait de basculer. Il n'était plus seulement un fermier confronté à des pierres étranges ramenées par son chien. Il était désormais le témoin privilégié d'un secret enfoui sous sa terre, un secret qui appartenait aux étoiles elles-mêmes. Max marcha à ses côtés, comme s'il comprenait l'importance de ce qu'il venait de découvrir, sa présence fidèle apportant. Lorsque Jonathan quitta l'université, le soleil était déjà haut dans le ciel, mais il ne voyait plus la lumière de la même manière. Les révélations du professeur Harper s'étaient imprimées en lui comme une empreinte brûlante. Les fragments que Max rapportait chaque jour n'étaient plus de simples curiosités. Ils étaient les vestiges d'un événement astronomique colossal, des morceaux d'un corps céleste tombé sur Terre il y a des millions d'années. En reprenant la route vers la ferme, accompagné de son fidèle chien à l'arrière du véhicule, il sentait que son existence entière s'apprêtait à changer. Pourtant, il était loin d'imaginer l'ampleur des bouleversements à venir. Il ne fallut que 2 jours pour que l'université envoie une équipe de géologues sur ces terres. Au petit matin, Jonathan fut réveillé par le grondement sourd des moteurs des véhicules de recherche. En sortant sur le porche, il aperçut une caravane de camions blancs portant le logo du département scientifique, transportant des instruments qu'il n'aurait jamais imaginé voir sur sa propriété. Des antennes longues et fines, des mallettes pleines d'appareils en acier, des écrans portables, et même une structure de tente modulaire que les chercheurs montaient avec méthode. Jonathan observa la scène avec un mélange de fascination et d'inquiétude. La ferme, jusque-là un espace tranquille, où seuls les cris des animaux et le vent faisaient vibrer l'air, se transformait sous ses yeux en laboratoire à ciel ouvert. Les scientifiques, concentrés, se déplaçaient rapidement, chacun sachant exactement ce qu'il devait faire. Max, toujours curieux, trottait autour d'eux, reniflant leurs bottes, leurs sacs, puis revenait près de son maître, comme pour vérifier que tout cela était réellement permis. Les premières analyses commencèrent presque immédiatement. Les géologues installèrent des radars à pénétration de sol, des capteurs magnétiques et des sondes destinées à mesurer les anomalies minéralogiques. Jonathan suivait chaque geste sans vraiment comprendre, mais il percevait la tension croissante dans l'équipe. Les appareils détectaient quelque chose d'immense sous terre. Certains capteurs saturèrent purement et simplement, incapables de traiter des valeurs aussi élevées. Le sol lui-même semblait vibrer d'un secret trop lourd pour rester caché plus longtemps. Le chef d'équipe, un homme grand et énergique nommé Dr. Simmons, lui expliqua que les premières détections confirmèrent la théorie du professeur Harper. Il existait bel et bien un vaste champ météoritique sous sa propriété, et la densité des fragments repérés dépassait de très loin celle de n'importe quel autre site connu du pays. Les géologues se dispersèrent ensuite dans les pâturages, entrant dans les zones boisées à l'aide d'appareils plus légers pour cartographier les anomalies détectées. À chaque endroit où les appareils réagissaient, ils marquaient le sol d'un petit drapeau. Bientôt, les pâturages de Jonathan furent constellés d'un véritable champ de marqueurs colorés. La vue de ces petites balises qui scintillaient au soleil provoqua en lui un frisson. C'était comme si la Terre elle-même révélait enfin son histoire. La découverte fit rapidement le tour de l'université, puis des cercles scientifiques plus larges. Avant même que Jonathan ne puisse comprendre l'ampleur de ce qui se déroulait, des chercheurs venus de différents États commencèrent à affluer,
demandant l'autorisation de consulter le site. L'université reçut des demandes de musées, de collectionneurs privés et même de quelques institutions internationales. Les météorites qu'ils avaient extraites étaient d'une valeur scientifique et financière exceptionnelle. Certains fragments, minuscules mais riches en métaux rares, étaient estimés à des milliers de dollars le gramme. Les plus gros, selon les premières estimations, pourraient atteindre des sommes vertigineuses. La ferme, autrefois paisible et silencieuse, se retrouva soudain au centre d'un intérêt médiatique. Des journalistes commencèrent à apparaître au bout du chemin de terre, équipés de caméras et de micros. Ils posaient toutes des questions à Jonathan dès qu'ils le voyaient, tentant d'obtenir une déclaration ou une image sensationnelle. Il se retrouva à devoir expliquer plusieurs fois que tout avait commencé avec son chien, et plus il racontait cette histoire, plus il prenait conscience de son caractère extraordinaire. Max devint rapidement une attraction à lui seul. Les journaux l'appelaient déjà le chien qui a trouvé un trésor venu de l'espace. Certains reporters tentaient de le filmer lorsqu'il s'aventurait dans les bois, espérant capturer une scène où il déterrerait un nouveau fragment. Pour faire face à cet afflux inattendu, l'université mit en place un système de sécurité sur la propriété. Des barrières provisoires furent installées autour des zones sensibles, des caméras furent disposées le long du périmètre, et un poste de garde opérationnel fut monté pour filtrer les entrées. Jonathan signa une série de documents destinés à encadrer la coopération entre lui et les chercheurs, notamment pour garantir que les découvertes soient traitées dans le respect de la loi. Il se retrouva également à rencontrer des avocats qui lui expliquaient ses droits, les contrats de propriété intellectuelle et les possibles bénéfices liés à l'exploitation scientifique des météorites. Pour un homme qui, la veille encore, se préoccupait de la réparation de sa clôture, ces notions paraissaient de presque irréelles. Les jours suivants furent rythmés par les explorations successives des chercheurs. Le camp scientifique se développa, s'étendant comme une petite ville éphémère au milieu des champs. La nuit, les tentes illuminées projetaient des halos colorés sur l'herbe, et les voix des chercheurs résonnaient doucement dans l'air. Jonathan observait souvent ces scènes depuis son porche, touché malgré lui par une forme d'admiration. Ils étaient venus de loin pour étudier ce qui se trouvait sous sa terre, et la rigueur avec laquelle ils travaillaient donnait une dimension presque sacrée à leur quête. Max, de son côté, continuait à explorer les environs. À plusieurs reprises, il guida même les géologues vers des zones où les appareils détectèrent des anomalies particulièrement fortes. Le chien semblait posséder un instinct ou une sensibilité mystérieuse qui échappait aux humains. Certains chercheurs plaisantaient, même en disant qu'il faudrait lui attribuer un titre honorifique dans leur département. Mais le moment le plus marquant arriva au 5e jour. Les géologues, après avoir creusé dans une zone qui présentait les signes les plus élevés, réussirent à dégager un fragment si imposant qu'il dépassait leurs attentes les plus ambitieuses. Jonathan, averti, se rendit sur place. Le sol avait été soigneusement retiré autour d'un énorme bloc sombre, encore incrusté de poussière et de terre compactée. Lorsque les chercheurs nettoyèrent doucement sa surface, un éclat argenté apparut, révélant la texture caractéristique du métal cosmique. Le fragment mesurait presque 1 mètre, et sa masse était telle qu'il fallut un palan pour le soulever légèrement et confirmer qu'il s'agissait bien d'une météorite d'une dimension exceptionnelle. Jonathan resta un long moment immobile devant cette découverte. Le bloc semblait respirer une chaleur lointaine, comme s'il portait encore dans sa matière la mémoire du vide sidéral, du feu des étoiles et de sa chute ancienne à travers l'atmosphère. Sa surface brillait faiblement sous les rayons du soleil, et tout autour, les chercheurs retenèrent leur souffle, conscients d'être face à quelque chose que peu de scientifiques avaient eu la chance de contempler un jour. Jonathan sentit une émotion profonde monter en lui. Ce morceau de métal qui provenait d'un autre monde reposait sous son champ depuis des millions d'années, attendant qu'un simple chien, par une intuition mystérieuse, décide de le révéler à l'humanité. Ce soir-là, lorsqu'il retourna chez lui, la fatigue se mêlait à un vertige indescriptible. Assis sur son porche, il regarda le camp scientifique illuminé au loin, comme un étrange village de lumière dans la nuit. Max vint s'étendre à ses pieds, posant doucement sa tête sur ses genoux. Jonathan caressa sa fourrure sans rien dire. Tout était allé si vite. Sa ferme était devenue une zone de recherche, les journaux parlèrent de lui, des scientifiques se pressaient sur sa terre. Et pourtant, au fond, il restait le même homme qui s'était levé quelques jours plus tôt
pour réparer une clôture. Une étoile filante traversa le ciel, fine trace brillante qui sembla suspendue un instant avant de disparaître. Jonathan suivit sa course du regard, envahi par une sensation étrange et nouvelle. L'impression que sa vie entière venait de prendre un sens qu'il n'avait jamais imaginé. Le silence de la nuit enveloppait la ferme, mais ce silence n'avait plus la même nature. Il portait désormais la présence invisible d'un mystère ancien, d'un lien entre la terre et les étoiles, et d'une promesse que rien ne serait plus jamais comme avant. Et tandis que Max respirait calmement à ses côtés, Jonathan sentait au fond de lui que ce n'était que le début. La nuit où Jonathan observa l'étoile filante glisser dans le ciel marqua un seuil invisible. Au matin, lorsqu'il descendit sur le porche, le camp scientifique brillait encore faiblement dans la lumière blanche de l'aube. Les silhouettes des tentes, les ombres étirées des appareils, les câbles qui serpentaient dans l'herbe formaient un tableau étrange, comme si un fragment d'un autre monde avait pris racine sur ces terres. Pourtant, malgré cette agitation désormais familière, Jonathan ressentait une paix singulière, une tranquillité profonde qu'il n'avait plus éprouvée depuis longtemps. La découverte du gigantesque fragment météoritique la veille avait donné une dimension presque sacrée à tout ce qui l'entourait. Il savait que, tôt ou tard, il serait invité à revenir sur le site pour assister à une nouvelle étape de l'exploration, mais il ignorait encore ce qui l'attendait. Ce fut le docteur Simmons qui vint le chercher peu après. L'homme avait les yeux cernés par la fatigue, mais son regard brillait d'un enthousiasme qu'aucune nuit blanche ne semblait pouvoir ternir. Il invita Jonathan à le suivre, avec la même gravité discrète que s'il s'apprêtait à lui révéler un secret personnel. Jonathan marcha à ses côtés à travers les champs, Max trottant derrière eux, sautant de temps en temps pour atteindre des touffes d'herbe plus hautes. Le soleil s'élevait lentement, projetant des lueurs dorées et allongeant les silhouettes des trois compagnons qui avançaient. Lorsqu'ils arrivèrent sur le site principal des fouilles, Jonathan sentit de nouveau ce frisson irrationnel parcourir son dos. Le gigantesque fragment découvert la veille avait été dégagé un peu plus en profondeur et nettoyé avec un soin presque cérémonial. Sa surface scintillait désormais de façon plus nette, laissant apparaître des nuances sombres et argentées qui jouaient avec la lumière. Les chercheurs se tenaient autour de la fosse, silencieux, comme des prêtres attentifs devant une relique sacrée. Ils s'écartèrent lorsque Jonathan approcha, lui laissant la place pour voir pleinement l'objet. Le bloc semblait respirer, comme s'il était chargé d'une force ancienne et endormie. Le docteur Simmons lui expliqua que ce fragment était l'un des plus grands jamais découverts en Amérique du Nord. Les analyses préliminaires indiquaient qu'il n'avait pas été déplacé depuis son entrée dans le sol, ce qui signifiait qu'il reposait là depuis des millions d'années, conservant en lui les signatures minérales du voyage cosmique qu'il avait façonné. En posant sa main sur la surface fraîchement polie, Jonathan sentit une vibration subtile, peut-être née de son imagination, peut-être réelle. Cela n'avait plus d'importance. Il savait seulement qu'il touchait quelque chose qui dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer, quelque chose qui avait traversé le vide intersidéral avant de venir se loger sous son champ. Les émotions se bousculèrent en lui. Devant ce témoin muet des âges stellaires, il se sentit à la fois minuscule et infiniment relié au monde. Une partie de lui aurait voulu se réjouir pleinement de la richesse potentielle contenue dans ce bloc. Car il avait entendu les estimations des chercheurs, il connaissait la valeur astronomique d'une telle découverte. Mais cela n'était plus ce qui le guidait. Ce fragment n'était pas seulement un minerai rare. Il était une preuve tangible de la profondeur du cosmos, un fragment d'infini venu se déposer à quelques mètres de sa maison, dans le même champ où il avait joué enfant, où il avait appris à monter à cheval, où son père avant lui avait cultivé la terre. Cette conscience l'envahit doucement, comme un souffle chaud dans l'air frais du matin. La journée se déroula sous le signe des révélations successives. L'université avait envoyé de nouveaux chercheurs spécialisés dans la datation isotopique, ainsi que des experts venus d'autres États pour collecter des données sur la distribution géologique du champ météoritique. Jonathan se retrouva entraîné dans une succession de réunions improvisées, de signatures de documents et d'explications qu'il s'efforçait de suivre, tant bien que mal. Des avocats lui parlèrent de droits d'exploitation scientifique, de contrats de collaboration à long terme, de redevances éventuelles. Il écoutait sans parvenir à s'intéresser vraiment à ces détails.
Tout semblait secondaire face à l'ampleur cosmologique de ce qui se trouvait sous ses pieds. À plusieurs reprises, il retourna près du fragment géant, attiré comme par une force magnétique. Chaque fois qu'il posait les yeux sur la masse sombre et brillante, il ressentait la même émotion profonde. Max, qui l'accompagnait partout, semblait partager cette fascination silencieuse. Le chien restait immobile à côté de lui, observant la pierre avec une attention étonnante, comme s'il comprenait que ce bloc faisait désormais partie d'un lien invisible entre lui et son maître. Et Jonathan ne pouvait pas s'empêcher de penser que rien de tout cela ne serait arrivé sans lui. Max avait trouvé les premiers fragments. Il avait persisté, revenant chaque jour avec une nouvelle pierre, comme pour rappeler à son maître que quelque chose de bien plus grand les attendait sous la surface. Lorsque le soleil commença à décliner, Jonathan rentra chez lui, à pas lents. Il s'assit sur le porche comme chaque soir, mais ce soir-là, le silence semblait plus dense, presque vibrant. Au loin, le camp scientifique était illuminé de projecteurs et de lampes portatives, donnant à l'horizon une teinte dorée qui faisait penser à un nouveau lever de soleil. Les voix des chercheurs se mêlaient au bruit discret des appareils. C'était un monde vivant, un monde en train de se transformer sous ses yeux. Max s'approcha et posa sa tête contre sa jambe. Jonathan caressa doucement sa fourrure, reconnaissant pour cette présence simple et fidèle qu'il avait guidé, sans le savoir, vers une des plus grandes découvertes de sa vie. Il laissa son regard se perdre vers l'horizon, où les lumières vacillantes semblaient dessiner les contours d'un chemin nouveau. Tout ce qu'il connaissait depuis toujours, les champs, la ferme, les saisons, le travail rude mais régulier, tout cela demeurait intact, mais une porte s'était ouverte, révélant un univers de mystère. Il comprit alors que les bouleversements à venir ne concernaient pas seulement sa terre, ni même les scientifiques qui affluaient de partout. Il le transformait lui aussi. Il n'était plus un simple fermier vivant au rythme des récoltes. Il était devenu le gardien involontaire d'un trésor venu des étoiles. Une brise légère fit frémir l'herbe et, comme un écho au soir précédent, une étoile filante traversa le ciel. Elle sembla s'attarder un instant, traçant une ligne claire avant de s'éteindre. Jonathan sentit son cœur se serrer doucement. Cette lumière fugitive lui donna l'impression que le cosmos tout entier lui adressait un signe, un remerciement silencieux pour avoir permis à cette histoire enfouie depuis si longtemps d'être enfin révélée. Il pensa à son père, à sa mère, à tous ceux qui avaient vécu sur cette terre avant lui, sans savoir ce qui reposait sous leurs pieds. Il pensa à Max, fidèle compagnon qui avait permis de dévoiler le secret. Il ne dit rien, ne fit aucun souhait. Il resta seulement immobile, laissant le vent lui apporter cette sensation nouvelle, celle d'un commencement. Il comprit sans doute possible que la découverte ne marquait pas la fin de quelque chose, mais l'ouverture d'un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé emprunter. La nuit enveloppa lentement la ferme, et dans le calme profond qui suivit, Jonathan sentit que sa vie avait trouvé un sens insoupçonné, inscrit quelque part entre la terre qu'il cultivait et le ciel qu'il n'avait jamais vraiment regardé auparavant. Max releva la tête, poussa un petit aboiement doux, comme pour confirmer ce que Jonathan ressentait, puis s'allongea à ses pieds, confiant, loyal et étrangement sage. Leur nouvelle vie venait de commencer. Si cette histoire t'a plu, ne manque pas les suivantes. Clique sur « S'abonner » et regarde nos nouvelles vidéos et d'autres encore. Partage cette vidéo pour que davantage de personnes découvrent cette incroyable trouvaille. Abonne-toi, continue à regarder et partage la vidéo avec tes amis.